Les 25e Jeux franco-canadiens de la communication vous présentent, dans le cadre de l'épreuve Bulletin de nouvelles, vos informations régionales, en direct de Montréal. Bonsoir à tous, bienvenue à votre bulletin d'information de 18h. Alors que la tendance à la baisse se maintient au Québec avec 346 nouveaux cas d'infection à la COVID-19 et 6 décès supplémentaires, Frédéric Hull, le premier ministre François Legault, confirme le lancement de son plan de déconfinement. C'est en début d'après-midi, en conférence de presse, que le gouvernement Legault a confirmé son plan de déconfinement. Même si Montréal et Laval demeurent en zone rouge jusqu'au 7 juin, eh bien, d'ici vendredi prochain, en fait, le 28 mai, eh bien, le couvre-feu sera enlevé pour la province au grand complet. Les terrasses pourront rouvrir et les rassemblements de 8 personnes dans les cours privés, eh bien, seront autorisés. Et pour ce qui est des autres régions du Québec, la Montérégie, la les Laurentides, l'Outaouais et la Capitale-Nationale feront une transition en zone orange alors que certaines MRC du Bas-Saint-Laurent, des Chaudières-Appalaches et de l'Estrie resteront en zone rouge. Une fois en zone orange, on se rappelle que les salles à manger des restaurants peuvent rouvrir, tout comme les gyms, et les secondaires 3, 4 et 5 peuvent retourner sur les bancs d'école. La campagne de vaccination va bon train au Québec. Frédéric, quels sont les nouveaux développements? Dès aujourd'hui, les jeunes de 12 à 17 ans peuvent se faire vacciner dorénavant au Québec contre la COVID-19. Jusqu'à présent, c'est 62,7 % des Québécois, Québécoises qui se sont fait vacciner au moins d'une première dose. Le Québec étant la province au Canada avec le plus grand taux de vaccination. Et on s'approche tranquillement de l'immunité collective à 75 % et c'est très encourageant avec les jeunes qui veulent beaucoup se faire vacciner, qui ont beaucoup d'engouement en fait, et on ose croire que l'objectif sera bientôt atteint. Sur la scène internationale maintenant au Canada, le Canada se classe 3e des pays du G20 pour le nombre de doses administrées par habitant. Le Canada qui a déjà vacciné plus de la moitié de ses habitants d'une première dose. Et finalement, pour empêcher le virus de reprendre du terrain au Québec, eh bien, on veut devancer la deuxième dose, l'administration de la deuxième dose au Québec. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, aimerait que les deuxièmes doses soient données d'ici le 31 août prochain. Finalement, le gouvernement provincial fait un appel à la prudence. Oui, beaucoup d'images qui ont circulé sur le web en fin de semaine, avec la longue fin de semaine. Beaucoup de gens sans distanciation, sans masque qui étaient dans les parcs à Montréal. Donc, le premier ministre voulait rappeler qu'il faut être prudent dans ce déconfinement qui est graduel, Amélie. Merci beaucoup, Frédéric. Je vous en prie. Le Méga Fitness Gym de Québec, à l'origine de nombreuses éclosions depuis mars dernier, aurait causé un total de près de 700 cas d'infection à la COVID-19, ainsi qu'une dizaine de décès. Alors que l'établissement rouvrira ses portes lundi, le propriétaire Dan Marino refuse toujours d'être pointé du doigt et jette plutôt le blâme sur les clients récalcitrants. Le plan de réouverture du pont de l'Île aux Tourtes annoncé par le gouvernement Legault plus tôt dans la journée s'étendra sur les 3 prochaines semaines. Pour commencer à compter de lundi, une voie dans chaque direction sera ouverte, ce qui soulagera quelque peu les automobilistes qui doivent emprunter cette route quotidiennement et qui sont contraints de faire d'importants détours. Toutefois, pour ce qui est de la réouverture complète, elle aura lieu le 21 juin prochain. Entre-temps, les travaux se poursuivront pour remplacer les tiges endommagées et ajouter des structures de renforcement. Le comité consultatif sur la réalité policière recommande au gouvernement du Québec de moderniser la loi sur la police. Et Maya Bon, ce comité propose une importante réforme qui n'a pas été revue depuis près de 20 ans. Effectivement, Amélie, il faut d'abord dire aujourd'hui, en cette journée 25 mai 2021, que ça marque 1 an passé depuis la mort de George Floyd, un événement qui a suscité plusieurs réactions. Des manifestations se sont fait voir un peu partout à travers le monde pour contrer le racisme et la violence policière. Et quant au Québec, on peut en déduire que ces répercussions ont fait écho par chez nous aussi. Aujourd'hui, on parle de réforme de la police et dans un rapport sur la réalité policière, communément appelé le livre vert, on parle de 138 recommandations qui viseraient, entre autres, réduire de 31 à 13 le nombre de corps de policiers au Québec, ce qui veut dire que
une majorité de la police municipale serait complètement rayée de la carte. Et ce qu'on souhaite précisément dans ce rapport, eh bien, c'est de mieux répondre aux cas de violence conjugale, de santé mentale, mener à l'inclusion des personnes racisées au sein des forces policières, aborder le financement de la police et effectuer évidemment un changement stratégique pour contrer la cybercriminalité. Et d'ailleurs, on soupçonne qu'en s'attaquant à la cybercriminalité, l'UPAC pourrait peut-être disparaître. Eh bien, le modèle policier a effectivement atteint sa limite de combattre le crime. On craint avec l'arrivée des prochaines technologies 5G qui seront bientôt à la portée de tous que le phénomène de la cybercriminalité ne ferait que s'amplifier. Dans ce rapport, il y aurait donc une création d'une escouade, une unité spécialisée dans la cybercriminalité. Et ça viendrait contrer le travail de l'UPAC qui, eux, se spécialisent dans... qui sont occupés par des policiers qui se spécialisent dans des crimes économiques. Mais on affirme toutefois là, qu'une loi assurerait les enquêtes actuelles menées par l'UPAC, qu'elles se dérouleront dans les mesures pour se terminer, prévues si celles-ci, évidemment, venaient à disparaître. On parle aussi d'un nouveau financement de la police. Quels sont les détails de ce côté-là? Eh bien, les mouvements en faveur du définancement des services policiers ont refait surface dans la foulée de la mort de George Floyd aux États-Unis. Et c'est cet automne dernier que cette philosophie s'est glissée dans certains discours de manifestants montréalais. Et maintenant, certains experts du comité disent que si le Québec donne de nouveaux objectifs de définancement au corps policier, eh bien, il s'engagerait tout simplement dans une pente glissante et ça ne réglerait pas du tout le problème de compter sur une police plus efficiente, moderne et digne de confiance. Merci, Maya. Au revoir. Un conflit qui a eu énormément d'écho partout à travers le globe dans les dernières semaines, soit celui entre l'État d'Israël et la Palestine. J'en discute avec Sami Aoun, directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, pour mieux comprendre la situation. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le 10 mai dernier, c'était le début de la flambée de violence la plus meurtrière depuis 2014 entre l'Israël et le Hamas. C'est pourtant pas nouveau qu'il y ait des tensions entre eux. Qu'est-ce qui fait que cette fois, ça a complètement dégénéré? C'est un cumul de frustrations depuis à peu près où il y a une rivalité sur le territoire de la Palestine entre les Juifs et les Arabes musulmans. Sur ce point, on n'a pas pu vraiment construire un État palestinien à côté d'un État d'Israël comme c'est prévu dans le plan de partage en 1947. Et depuis, cette série de frustrations de temps à autre fait des éclosions. Cette fois-ci, certainement, c'est une des plus meurtrières depuis 2014, comme vous dites. Et en ce sens, on a un cessez-le-feu, mais on est engagé dans des efforts diplomatiques, surtout des Américains et de l'Égypte, pour essayer d'asseoir ce cessez-le-feu sur plutôt une certaine solution politique. On ne sait pas si on va atteindre le but ultime, la création de l'État palestinien, ou pour le moins une accalmie longue avec une ouverture de dialogue entre les différentes parties. Bon, et c'est un conflit qui paraît assez complexe. Concrètement, là, ce serait quoi les revendications de chacun des opposants? Certainement, la revendication première qui est presque majoritaire, c'est de créer un État palestinien à côté de l'État d'Israël. Mais pour atteindre ce but, on a d'autres qui réclament tout à fait le contraire ou à l'opposé, soit qu'ils ne reconnaissent pas le droit des Palestiniens à cet État du côté israélien et du côté palestinien, comme les mouvements islamistes, comme le Hamas particulièrement, aussi qui veulent jeter les Juifs à la mer et qui n'acceptent pas aucune entité politique juive ou hébraïque. Alors on a cet exclusivisme des deux parties qui vient vraiment brouiller la carte. Et il y a aussi Jérusalem qui occupe une place très importante pour chacun des deux opposants. Qu'est-ce qui explique que ce soit si important, cette ville? C'est la ville sainte pour les trois religions, qu'il soit la première, le judaïsme ou le christianisme, où il y a la terra santa, comme on dit, et pour l'islam, où il y a un lieu saint, qui est la grande mosquée de Al-Aqsa. Et sur ce point, il y a une difficulté à partager au niveau non pas seulement religieux, mais au niveau politique. Israël veut Jérusalem comme capitale à son État. Les Palestiniens réclament la même chose et en ce sens,
comment on pourrait diviser cette ville. C'était un point toujours litigieux. L'autre problème qui est important, c'est la colonisation. Les Juifs sentent qu'ils sont de retour chez eux et les Palestiniens sentent qu'ils sont exclus de chez eux et expulsés de chez eux. Donc, on comprend que la situation est assez complexe. Merci beaucoup, Sami Aoun, directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Au revoir. Au revoir. Sur la scène fédérale, la Biélorussie ferme son ambassade au Canada après 24 ans de diplomatie. Cette annonce survient alors que le ministre canadien des Affaires étrangères ait donné son désaccord dans la foulée de l'arrestation d'un journaliste d'opposition biélorusse à l'aéroport de Minsk. Et toujours du côté du fédéral, mais cette fois par rapport au prochain scrutin, c'est presque la totalité des députés de la Chambre des communes qui demandent au premier ministre Justin Trudeau de tout mettre en œuvre pour éviter la tenue d'élections fédérales durant la pandémie, parce qu'ils jugent que cette action serait irresponsable étant donné la situation actuelle. Au sport maintenant, Marie-Michel Coutu, beaucoup de développement côté hockey. Les Canadiens espèrent gagner ce soir et pour y arriver, ils devront marquer plus de buts à Emily. C'est 4 buts en 3 matchs à date contre les Maple Leafs de Toronto. C'est complètement insuffisant. Et un bon moyen de marquer des buts, je dirais que c'est de profiter de l'avantage numérique. Le Canadien n'a toujours pas marqué avec l'avantage d'un homme en 9 occasions. Après la défaite hier soir, Carey Price s'est dit confiant de voir ses coéquipiers rebondir. Et il a été, lui, complètement fumant. Il a été superbe. Et ce qui est positif pour les joueurs du Canadien, c'est qu'ils ont l'occasion de se reprendre dès ce soir. Quelques changements à la formation du tricolore. Arthur Lehkonen s'est blessé hier soir. Il ne sera pas de l'alignement ce soir, tout comme Jake Evans. C'est Eric Stahl qui retrouve son poste au centre du 4e trio. Du côté des Maple Leafs, Alexander Kerfoot prendra la place de Riley Nash au centre du 2e trio. Et le jeune Adam Brooke complétera le 4e trio, un premier match des séries éliminatoires pour lui. Seul autre match qui se poursuit ce soir, seule autre série qui se poursuit ce soir, c'est entre les Predators de Nashville et les Hurricanes de la Caroline du côté de Riley. Cette série est égale de victoires de chaque côté. Match très important pour les Canadiens. On va regarder ça avec intérêt. Du côté des Oilers d'Edmonton, un gros morceau qui quitte le navire. Après une excellente saison, les Oilers d'Edmonton ont été complètement réduits au silence face aux Jets de Winnipeg. Ils ont été balayés au fait par les Jets en 4 petits matchs. Et comme si ce n'était pas assez, oui, on apprenait ce matin que la merveille Wayne Gretzky quittait les Oilers d'Edmonton. Il deviendrait analyste à un télé de réseau Turner Sports. Donc, Gretzky, qui était vice-président des Oilers depuis 2016, a évoqué que cette décision a été prise en raison de la pandémie et plusieurs changements dans sa vie. En terminant, pour les amateurs de NBA, les séries se poursuivent ce soir. Les Lakers de Los Angeles contre les Suns de Phoenix et les Mavericks de Dallas tenteront d'avoir 2 victoires contre les puissants Clippers de Los Angeles. Merci beaucoup, Marie-Michel. À la météo maintenant, pour demain, averse avec risque d'un orage violent, des vents soufflant du sud-ouest à 50 km/h, maximum 30 avec l'humidex 35. Pour jeudi, on attend une journée un peu plus fraîche avec un maximum de 17 degrés, un minimum de 4. Il fait actuellement 27 degrés à Montréal avec un ciel nuageux. Voilà, c'est ce qui complète votre bulletin d'information. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à notre antenne et soyez des nôtres ce soir 22h pour notre prochain bulletin d'information. Au revoir.